Bonjour à toutes et à tous, il s'est passé pas mal de choses depuis 3 mois, alors on va faire dans cette vidéo le bilan sur tout ça et je vais répondre un petit peu à quelques questions qui m'ont été posées. C'est parti! Alors, bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de notre camping-car aujourd'hui, ce qu'il en est par rapport à cette installation, la batterie, la fameuse LFP. Je dis fameuse parce que franchement, c'est un grand bonheur. Vous savez, beaucoup de gens me posent la question, me disent, voilà, j'ai la GM, j'ai tout un tas de choses en batterie, mais j'ai envie, quand il y en a qui me disent qu'ils ont le grand confort avec des batteries plomb, certes, mais juste une chose, comparez. Imaginez le poids que cela fait, les batteries plomb, d'accord? Une batterie plomb, ça fait, je vais dire, une 110 ampères-heure fait dans les 30 et quelques kilos. Je parle pas des autres batteries qui arrivent à faire jusqu'à 50 et quelques kilos. Une 200 ampères-heure fait pratiquement 50 kilos. Alors, juste une petite question que je voudrais poser à ces gens-là. Imaginez que votre téléphone, celui que vous tenez dans la main pendant que vous me regardez là en ce moment, imaginez qu'il soit avec des batteries plomb, ce que ça pourrait donner. Voilà. Si vous n'avez pas compris la différence de technologie, je pense que là, enfin j'espère en tout cas, que là, ça vous mettra la puce à l'oreille, comme dirait ma chienne. Suite à cette expérience que j'ai eue avec ce vélo électrique, rappelez-vous, j'en ai fait un petit peu pas la pub parce que c'est pas mon truc du tout, mais j'en ai parlé un petit peu dans la dernière vidéo. C'est un grand bonheur ce vélo, donc on a acheté son petit frère. Voilà, ma femme prend ce vélo-là comme véritablement, c'est une mobilette, ni plus ni moins. On a fait, moi, en tout cas, je me suis fait des plus de 50 km avec, sans aucun problème. Je pense que l'autonomie est aux alentours des 70-80 km sans problème. Voilà. Comme on a de quoi charger avec le nouveau système que j'ai dans ce camping-car, donc en solaire, ça pose aucun problème, donc voilà. Allez, on s'est mis dans les frais. Une chose aussi, j'en parlerai après, j'ai eu énormément et j'ai énormément de demandes de tout un tas de choses, de gens qui veulent faire leur installation sur le camping-car, qui veulent tout changer et ainsi de suite, et qui me demandent de les aider, et voire même pire, parce que là c'est le gros problème, parce que on me demande carrément d'aller chercher tout ce qu'il faut pour eux et ainsi de suite. Je ne peux plus, là, véritablement je ne peux plus, je suis surchargé en demande. J'ai plus de 20 demandes de personnes qui me demandent d'étudier leur installation pour leur camping-car. Alors, il y a les problèmes de dimension de panneaux solaires, généralement c'est ce qu'on rencontre le plus. La batterie, la batterie, c'est pareil aussi. Référez-vous simplement à la vidéo dédiée où j'explique que je monte la batterie. l'e-Piver, le MPPT e-Piver que j'ai, référence, c'est du Xtra, hein, je dis bien. C'est la génération Xtra. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle fonctionne très bien. Et donc je vous dis, voilà, le panneau solaire, le MPPT, le BMS pour les batteries, tout ça. Je vais mettre une vidéo de suite après là, qui va parler de certaines batteries toutes montées. Grand danger, hein. Mais ça c'est une vidéo qui va suivre tout de suite après là. Voilà, donc référez-vous à ces vidéos avant que de me poser les questions concernant la dimension, et c'est bien souvent le problème, donc la dimension des panneaux solaires. Il faut tout simplement appeler, perso je vais chez Allo Solar. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai des réponses déjà, je tombe sur des techniciens ensuite, donc ça c'est très important, et je leur pose la question, je leur dis voilà, j'ai besoin d'un panneau solaire qui ait le maximum de tension MPPT. Alors là encore c'est pareil,
ne vous référez pas au panneau solaire dit 12 volts ou 24 volts. Un panneau solaire n'est pas 12, n'est pas 24 volts, même si l'on indique sur les fabricants, enfin les revendeurs plus exactement, panneau solaire 12 volts ou 24 volts. Si vous regardez en fait au MPPT, la tension UMPPT, vous allez voir que c'est indiqué dessus des tensions qui sont de l'ordre de 25, 30 volts, 35 volts, 40 volts, et même pour le mien, je vous dis 75 volts. Alors, expliquez-moi où est le 24 volts dans ces cas-là, puisque le mien, en l'occurrence, délivre 75 volts. Vous voyez, c'est là où il faut arrêter de penser ces choses-là et se référer à ce qui existe et non pas à ce que l'on dit en général. Donc, appelez par exemple à l'Ossoir. Il y a plusieurs boîtes qui font, mais dans le genre, il y a MyShop Solaire aussi, qui ont des panneaux solaires qui sont pas très chers. Vous les appelez, vous leur dites, j'ai telle dimension de disponible sur le toit de mon fourgon, de mon van, de mon camping-car, et vous inquiétez pas, eux savent à peu près les panneaux solaires dont ils disposent, les dimensions de ces panneaux solaires, et vont vous trouver le meilleur panneau solaire pour ce genre de choses. Et si cela vous est possible, essayez plutôt de prendre 2 panneaux solaires, plus petits, je dirais. Vous prenez même des 150 watts, des 180 watts, je ne sais pas si ça existe, mais des 150 watts. Vous mettez 2 panneaux solaires 150 watts, c'est pas très grand, mais vous les branchez en série. Et là, vous aurez un résultat, s'ils sont à, je dirais, 32 en tension UMPPT, s'ils font 32 volts, eh ben vous allez avoir 64 volts qui vont arriver dans votre MPPT. Et là, ça va vous donner des résultats avec une amplitude journalière beaucoup plus grande. Plutôt que d'avoir un seul panneau, par exemple, à 300 watts, qui délivre 35 volts par exemple, eh ben, mettez plutôt 250 watts, enfin 250 watts, qui eux vont vous apporter 35 volts par exemple, 32 volts, et ça vous donnera des 60 et quelques volts au MPPT, ce qui fait que dès le matin, bonne heure, vous aurez une tension et donc une charge. Ça, c'est important. Pareil, quand on parle de panneaux solaires, beaucoup de gens me disent, enfin m'envoient des messages, c'est pour ça que je réponds directement là comme ça, parce que ça évite d'avoir à le faire à chaque fois, regardez les vidéos, regardez plusieurs vidéos, pas une, parce que il arrive aussi que beaucoup de gens regardent une vidéo et posent la question sur cette vidéo qu'ils ont vue. Non, regardez-en plusieurs et vous allez avoir des réponses bien souvent dans les autres vidéos. Donc, des gens me disent, on a un panneau solaire, on voudrait en rajouter un second. Attention, là encore, c'est pour ça que je me répète, ne commettez pas cette erreur de mettre un panneau solaire qui a 10 ans de moins que celui que vous avez. C'est pas son usure qui est à prendre en compte, c'est sa génération. C'est-à-dire que les panneaux solaires, aujourd'hui, ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 10 ans. Et quand vous devez placer un second panneau solaire, il faut qu'il soit totalement identique au premier que vous avez. Un panneau solaire, ça vaut 100, 120 euros, un petit panneau, enfin petit, un 150 watts par exemple, ça vaut 100, 120 euros, pas plus. Alors, ne changez pas, ne remplacez pas, ou ne mettez pas plutôt un second panneau solaire d'une génération plus récente, achetez carrément 2 panneaux solaires identiques, vous revendez l'ancien panneau solaire, vous trouverez du monde pour l'acheter. Là, vous aurez quelque chose de très correct. N'achetez pas un seul panneau solaire pour l'ajouter à votre ancien panneau solaire. Ça ne fonctionnera pas correctement. Ça fonctionnera, mais pas correctement. Je le répète. J'ai eu dans mes recherches, justement, il m'a fallu trouver quelques panneaux solaires, un entre autres qui était, je dirais, d'une dimension qui était de l'ordre du mètre à peu près en largeur, ça fait partie de ces choses assez contraignantes, je dirais. Bien souvent, c'est ce que je vois, les gens ont des problèmes pour trouver un panneau solaire qui ne soit pas trop large, qu'ils puissent l'insérer dans l'emplacement qu'ils ont entre 2 lanterneaux, entre 2... voilà. Alors,
Il y en a un que j'ai vu, que j'ai repéré. Bon, je parle pas du Maxéon, celui que j'ai, mais le Maxéon, c'est un panneau énorme, quoi. Enfin bon, il y a le Saronic. Alors j'ai sa référence là. C'est le Saronic, c'est le 345. Donc il fait 345 watts. Donc c'est bon panneau. Il est chez Allo Solar en ce moment, il est à 136 €. Voilà, un 345 watts. Croyez-moi, ça commence à envoyer du bois. Hein. Bon, sa tension, elle est pas trop forte au MPPT. Il est de 35 volts au MPPT. Voilà, c'est pas mirobolant, mais voilà, il fait moins d'1 mètre et on arrive à le placer plus facilement que les panneaux qui font plus d'1 mètre de largeur, je parle. Hein. Donc il fait 1,70 m par 1 mètre. Hein. Voilà. Vous pouvez en acheter deux en ce cas, si vous avez de la place sur votre camping-car, vous en achetez deux, vous le branchez en série et là... Enfin, vous les branchez en série. Et là, je peux vous garantir que là, vous aurez quelque chose de très, très, très sérieux. Voilà. Ça fait plusieurs fois que l'on m'envoie des messages. D'une part, pour les fameux BMS sur les batteries, BMS en Bluetooth. Je maintiens, vous faites ce que vous voulez, mais je vois par rapport au message que j'ai, plein de personnes ont des problèmes avec les BMS en Bluetooth. Alors ils ont des problèmes. Alors il y en a un qui a des problèmes de langue, il n'arrive pas... D'accord, mais là, il faut comprendre une chose, c'est que il faut se documenter, lisez les notices techniques de ces appareils-là. Je ne vais pas, à chaque fois, j'ai plein de gens qui me demandent comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Si vous achetez un appareil que vous ne savez pas comment ça fonctionne, franchement, enfin, je sais pas, c'est un peu incohérent, voilà. Donc, lisez déjà d'une part les notices techniques et ensuite posez-moi les questions si toutefois je peux y répondre. En ce qui concerne là les BMS en Bluetooth, j'ai répondu plusieurs fois et je réponds à nouveau là-dessus. Évitez les BMS en Bluetooth. Toutes les personnes, quasiment toutes les personnes dans leur camping-car qui ont un BMS en Bluetooth, alors bien sûr, celles qui sont équipées avec du plomb, j'en parle même pas. Hein. Mais celles qui ont des batteries comme j'ai, hein, c'est en LFP, de capacité correcte, on se fiche. En ce qui me concerne, je me fiche royalement de savoir si ma batterie est chargée ou pas chargée, ainsi de suite. J'ai pas besoin d'interroger un quelconque truc Bluetooth sur une application de téléphone. Ça fonctionne. Je m'en fiche. J'ai pas besoin. Comme je dis bien souvent, ce qui importe, c'est qu'on appuie sur le bouton et ça fonctionne. Maintenant, si vous voulez l'interroger sur votre téléphone, ok, allez-y. Mais ce que je rencontre souvent, c'est que, les gens ont du mal à paramétrer leur téléphone par rapport au Bluetooth, soit dans la langue, soit dans tout un tas de choses. Ensuite, les personnes vont bidouiller, vont regarder quelle tension j'ai par cellule et ainsi de suite, font des manips sans se rendre compte et finissent par dérégler leur BMS. Après ça, c'est la galère. Pourquoi ? Parce qu'ils m'appellent en disant ça fonctionne pas, et je vous jure que c'est souvent, j'ai des messages, je vais pas les passer, peu importe, mais j'ai des messages de gens qui me disent mon BMS, j'ai regardé, mais maintenant j'ai plus d'équilibrage, j'ai plus ceci. Voilà, c'est parti. Alors que s'ils avaient un BMS, pas Bluetooth, mais qui fonctionne, qui est réglé d'usine, croyez-moi, les ingénieurs savent ce qu'ils font, donc quand ils font un BMS qu'il est réglé, généralement, c'est pour que cela fonctionne très correctement. Le BMS est fait pour que la batterie ait une durée de vie maximum. Voilà. Pour le MPPT, c'est pareil aussi. Le MPPT, celui que j'ai, donc l'Epiver génération Extra, j'ai le paramétrage d'usine qui était fait dessus pour la LivePocat. Certains doivent le paramétrer. Là encore, on me pose la question comment paramétrer la LivePocat sur l'Epiver Extra avec le MT50, toujours.
il y a la notice technique. Je maintiens ça à chaque fois. Beaucoup de gens ne lisent pas les notices techniques, donc il y a la notice technique. Et sur la notice technique, quand le paramétrage n'est pas fait, et même si le paramétrage est fait, ça indique les valeurs de tension, de charge. Si les paramètres, je dirais, LivePocat ne sont pas d'origine, d'usine sur votre MPPT Piver, par exemple, eh ben, il suffit simplement de reprendre sur la notice technique et vous reprenez les valeurs une par une pour les placer. Et généralement, ça fonctionne très bien. Je l'ai eu fait sur certains camping-cars, entre autres, rappelez-vous, Luc, ça a été fait. Voilà, c'est... Là encore, je maintiens les réponses souvent, vous les avez sous les yeux puisque elles sont dans les notices techniques. Donc voilà, mes vidéos sont faites pour informer les gens, mais je ne peux pas non plus à chaque fois, comme certaines personnes qui me demandent de donner le schéma de mon camping-car. Mais vous n'imaginez pas, ces personnes-là n'imaginent pas ce que c'est que le plan d'un camping-car pour me demander ça. Donc, voyez sur les notices techniques, si vous n'avez pas le plan, le schéma électrique de votre camping-car, je n'y peux strictement rien, mais surtout, ce qu'il vous faut savoir, c'est que, en ce qui concerne mon camping-car, je dis bien mon camping-car, tout est en carte électronique dessus. Tout est électronique. Il n'y a rien qui se fasse en puissance. La seule chose qui se fait en puissance, c'est sur ma carte mère, je dirais, le bloc de commande. Voilà, là-dessus, il y a tous les relais. Mais si par exemple, si j'allume, si je mets la lumière, eh ben c'est le switch, c'est un tout petit switch, mais microbien. C'est une carte électronique. Tout est en électronique. Donc je ne vais pas vous donner ce schéma-là, parce que ça représente un travail mais c'est titanesque, d'une part, et puis ensuite parce que ça ne vous servirait strictement à rien, parce que si vous avez un Rapido, ou un Detlef, ou n'importe quoi, ce n'est pas du tout le même câblage. En plus, chaque modèle, dans chaque marque, a son type de câblage. Je vous décris dans mes vidéos l'installation que j'ai fait dans mon camping-car. Par exemple, une personne m'a demandé comment j'avais fait pour isoler. Regardez la vidéo, j'ai cherché, et c'est là pareil aussi. Déjà, il faut connaître en électricité. Si vous ne connaissez rien en électricité, mais n'allez même pas vous amuser à ça. Vous allez faire des courts-circuits partout, et puis là, croyez-moi, vous aurez du travail après. Mais vous aurez du travail à donner à quelqu'un d'autre, parce que si vous n'y connaissez rien, vous n'y connaissez rien. C'est pas un tort, c'est juste qu'il faut... Le tort, ce serait d'aller bricoler dans votre camping-car en électricité si vous n'y connaissez pas. Voilà. Mais donc méfiez-vous et surtout faites du repérage. Ayez à côté de vous un copain, un ami, je ne sais pas, une personne qui connaisse en électricité automobile, je dis bien parce qu'une personne m'a dit je connais tout en électricité, je suis électricien bâtiment. Cela n'a rien à voir. L'électricité bâtiment, on parle d'alternatif, on parle de tout un tas de choses, de neutre, de phase. Là, dans de l'automobile, on ne parle pas de neutre, on ne parle pas de phase, on parle de masse, on parle de positif. Et cela n'a rien à voir sur le fonctionnement des camping-cars, sur l'autonomie des camping-cars, sur tout un tas de choses. Et même si on me dit je pose des panneaux solaires sur des maisons, et je connais bien le panneau solaire en maison, cela encore n'a rien à voir une maison avec un camping-car. Bilan, ne vous faites aider que par une personne qui connaisse en électricité, courant continu, camping-car, automobile, vous voyez? Alors là, oui, vous pouvez, parce que c'est particulier, simplement. Et puis surtout, donc vous faites le repérage, vous regardez, vous testez, vous mesurez, voilà. Toutes ces choses-là sont à faire. Une fois que vous avez repéré, là vous pouvez peut-être commencer à, je dirais, bidouiller, mais bidouiller de manière consciencieuse. Concernant notre camping-car, on est parti, on a fait pas mal de kilomètres, on est allé dans pas mal d'endroits là ces derniers temps.
j'ai, je suis super content. J'ai pas d'autres mots. Pourquoi? Mon camping-car est toujours chargé à fond. La batterie, elle est toujours, je suis à 13,8, 13,9, ce qui est ma valeur floating. Hein, voilà. Ensuite, en charge, j'ai eu, depuis le mois de mars, hein, au mois de mars déjà, j'avais des 23, 24 ampères de charge. Je sais pas si vous avez une petite idée de ce que cela donne, mais quand vous branchez un chargeur sur le 220, le chargeur délivre environ 16 ampères. J'en avais 23 avec le panneau solaire là, le Maxion 3. Sinon, j'avais des 10, 12 ampères, ce qui est déjà super. Voilà. Donc imaginez ça à la fin de la journée, je suis à plus de, je dirais sans problème, je parle pas en plein été, mais mars-avril, j'étais sans problème à plus de 1000 Wh jour en charge. Un point important, mon Webasto, en fait, mon Shinasto, l'appareil que j'utilise pour chauffer le camping-car. Alors, j'ai 3 modes de chauffage. J'ai un Truma C sur l'arrière du camping-car qui me chauffe tout le camping-car. J'ai un Truma E sur l'avant du camping-car qui me chauffe tout l'avant, le pare-brise et tout ça du camping-car. Croyez-moi, on n'a pas froid l'hiver. Et j'ai donc installé mon système donc de Shinasto hein, en 8 kW. Franchement, si vous avez ce genre de choses à acheter, pas tout de suite parce qu'en été ça sert pas trop, mais si vous devez en acheter un, prenez pas 8 kW. C'est franchement trop. C'est incroyablement puissant. Un 5 kW suffit largement. Croyez-moi, ça suffit largement. Donc, le point important, et c'est là où je voulais en venir, souvent, lorsqu'on achète un Webasto R, je dis bien Webasto, hein, il y a un kit altitude. Voyez? Alors, nous, l'altitude, eh ben justement, on y a eu droit lorsqu'on était sur le mont Aigoual. On était à 1550, je veux dire entre 1500 et 1600 mètres d'altitude. Et Webasto conseille de mettre un appareil spécial altitude qui vaut la bagatelle de 1000 €. Ah, voilà, donc comprend qui veut. Et donc avec mon fameux Shinasto, que beaucoup critiquent, voilà, qui tourne à l'huile, je répète bien, hein, je suis à l'huile de friture, avec juste, mais bon, à l'huile on va dire, eh bien il fonctionnait à plus de 1500 mètres d'altitude, sans kit, sans rien du tout. Alors, voilà, je dis juste ça, je prétends pas à quoi que ce soit, je dis juste que, rappelez-vous, donc suivez, regardez, allez voir cette vidéo où je parle de mon chauffage. Je suis à plus de 1500 mètres d'altitude et je me chauffe avec un Shinasto. Donc vous savez ce qu'on dit Shinasto, quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire quand on parle de ça. Et je suis à plus de 1500 mètres et puis je tourne avec de l'huile et puis je n'ai besoin de rien. Pas besoin de kit altitude. Je dis ça, je dis rien, là encore. Alors donc, dans les questions, il y a de ça quelque temps, une personne m'avait posé la question s'il fallait un kit altitude et tout ça. Donc je peux répondre maintenant en ayant testé moi-même, hein, parce que là encore c'est pareil, j'avais répondu assez évasif dans la mesure où je ne savais pas. Je n'avais pas eu l'occasion de tester ça en altitude. Donc à plus de 1500 mètres, je sais et je peux répondre que le Shinasto, avec une pompe doseuse, c'est une 32, hein, en dosage, il n'y a pas besoin de kit altitude. Ça fonctionne très bien. Le gaz, ça a été plus la galère en ce qui me concerne. Alors je sais pas comment vous faites, enfin si j'ai de petites idées, c'est-à-dire qu'il y a les kits GPL qu'on branche les bouteilles de gaz propane, c'est-à-dire que le réfrigérateur gaz, on est quand même à 20 et quelques grammes de gaz à l'heure, c'est-à-dire que quand le réfrigérateur tourne toute une journée, j'entends sur 24 heures, certes,
il ne tourne pas pendant 24 heures, mais sur 24 heures, eh ben on va avoir une certaine consommation, et je peux vous garantir que la consommation, elle est quand même assez conséquente, quoi. Donc c'est un gros souci, le gaz. Alors je sais pas, j'entrevois d'acheter un kit pour pouvoir charger en GPL avec les foudres de beaucoup de gens qui auront entièrement raison de me dire que cela ne se fait pas. Et je suis bien d'accord avec eux. C'est là où j'ai un problème. Et puis, c'est là où je reviens donc pour limiter la casse dans le gaz. C'est-à-dire que je me suis trouvé dans les... En fait, à la base, pour expliquer rapidement et simplement, je suis parti avec une bouteille de gaz qui, je pensais, était à moitié, on va dire, mais en fait n'était pas à moitié et il restait presque plus de gaz. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec une seule bouteille de gaz pour faire les fameux 15 jours. Et croyez-moi que une bouteille de gaz pour 15 jours, entre le réfrigérateur, heureusement, j'avais le Chinasto pour me chauffer, mais ça faisait un peu léger. Et je suis... j'étais pas tranquille. On est allé dans les campings, pourquoi? Pas parce que j'avais besoin de courant, je vous l'ai dit, je suis totalement autonome à présent en électricité, mais on y allait tout simplement. Les terrains de camping, il n'y a que ça de possible. Vous pouvez pas vous garer n'importe où, il n'y a pas la place. C'est simplement qu'il n'y a pas la place. Hein. Donc forcément on s'est branché pour avoir juste le réfrigérateur sous le 220. Donc j'envisage une autre chose, j'ai mis d'ailleurs mon réfrigérateur qui fonctionne très très bien, il a été révisé tout ça, pour ceux que ça peut intéresser, je l'ai mis en vente, il est à 900 € à peu près, il est nickel, hein, révisé tout, croyez-moi. Donc je l'ai mis à 900 €, il sera peut-être vendu d'ici là, je ne sais pas. Donc s'il y en a que ça intéresse, dépêchez-vous. Et tout simplement pour acheter un réfrigérateur donc en 12 volts, puisqu'on a l'autonomie à présent en 12 volts, donc un réfrigérateur en 12 volts, mais à compression cette fois-là. À présent, je vais passer sur les commentaires et surtout une mise en garde sur des batteries LFP achetées toutes montées. Alors dans les commentaires, oui, je les ai là. Il y a une personne qui Louis par exemple, qui me dit: bonjour Gérard, j'ai un grand merci pour vos vidéos. Merci de me suivre, c'est surtout ça déjà au départ. Donc il aurait acheté une batterie LiFePO4 de 250 ampères heure, donc chez Alibaba. J'espère que c'est de la bonne qualité, et c'est là où j'ai un souci, l'application est en chinois. Ben ouais, là je peux rien faire. Il faut jongler là. Il faut essayer de trouver quelqu'un qui ait cette application et essayer de trouver la traduction en chinois. Enfin bon, c'est une galère. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur ces fameuses batteries là, parce qu'une autre personne, Bamboula, il a ce pseudo là. M'a envoyé des photos d'une de ces batteries qu'il a achetées et pour lequel il a eu de gros soucis, parce que il a acheté, je vais regarder ça, mais il a acheté sa batterie, c'est une 200 ampères je crois, mais il a eu que des galères avec. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire tourner, alors qu'une 200 ampères généralement ça pose aucun problème, pour pouvoir brancher un convertisseur de 1000 watts, pour pouvoir brancher, plein de choses. Et il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, la batterie, tout s'écroulait. Le BMS est interne, et la batterie, vous savez, c'est les batteries toutes prêtes, toutes scellées, LiFePO4, 200 ampères heure. Alors je vous montre les photos, ça va suivre. Alors déjà, il a démonté la batterie, il était obligé pour comprendre un petit peu ce qu'il y avait. Moi honnêtement, je leur ai renvoyé illico presto, mais bon. Et il s'est rendu compte déjà, il m'a fait les photos, en voyant les photos, je me suis dit, mais déjà, il y a un problème. Sur des batteries de 200 ampères heure, les fils, c'était du 8 mm carré, quoi, les câbles à l'intérieur. Donc 200 ampères heure, 8 mm carré, il y a déjà une erreur énorme sur les sections, c'est sous-dimensionné. Si c'est sous-dimensionné, j'ai vu aussi le BMS. Le BMS, c'est un tout petit BMS, donc là encore sous-dimensionné. Je ne sais pas combien cette personne a acheté cette batterie, mais j'ai une petite idée des prix de ces batteries, c'est entre 1200 et 1500 €. Je vous montre les photos et vous allez, je l'espère pour vous, comprendre qu'il y a un gros problème dans tout ça.
eh ben on se rend compte que déjà, je vous disais, les câbles, c'est nettement trop fin. Ensuite, eh ben, ces modules-là, je ne sais même pas si c'est du LFP ou du Li-ion, simplement. C'est-à-dire qu'il y a tromperie un petit peu sur tout. Et c'est le gros problème de ces batteries toutes montées, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Et surtout, c'est que si quelque chose tombe en panne dans ces batteries, là par exemple, qui tombe en panne, c'est tout. Tout simplement parce qu'elles sont vendues pour être des 200 ampères, mais en fait, j'ai l'impression que c'est 200 ampères, voilà, gros problème. Alors, à vous de voir si vous voulez acheter ce genre de batterie. Vous les achetez, je vous conseille pas, hein, donc d'acheter ce genre de choses. La preuve, elle est là. Hein. Vous n'êtes pas... vous vous doutez bien que si je parle de ça, c'est parce que j'ai plusieurs messages là-dessus et que là, surtout, j'ai eu les réponses en photo de ces choses-là, de ces batteries-là. Et là, c'est galère. Hein. Je n'ai pas de conseils à donner. En ce qui me concerne, je suis très heureux d'avoir monté ma propre batterie, d'en avoir même monté plusieurs. Hein. Je suis plus à ma première. Tous ceux, et il y en a bon nombre maintenant de personnes qui ont suivi mes vidéos pour fabriquer la batterie, toutes ces choses-là, et qui ont fini par le faire en achetant le même MPPT, le BMS, pareil, le BMS, vous n'êtes pas obligé d'acheter le même que moi. Le BMS est fonction de la puissance dont on a besoin. La première des choses qu'on doit prendre en référence, c'est le convertisseur. Si vous avez un convertisseur, si vous n'avez besoin que de 1000 watts, cela dit, quand vous utilisez un convertisseur de 1000 watts, vous n'allez pas bien loin avec. Et c'est qu'entre 1000 et 2000 watts, il n'y a pas une grosse différence. Alors, quelquefois, ça vaut plus la peine de prendre un convertisseur de 1000 watts. Celui que j'ai pris, par exemple, les Decoa, en pur sinusoïde, je dis bien pur sinusoïde, hein. Au moins vous êtes sûr de pouvoir brancher quasiment tous les appareils. Rares sont les appareils qui fassent plus de 2000 watts. 150, 180 ampères, c'est ce qu'il faut à peu près pour du 2000 watts. Donc un BMS de 200 ampères, c'est un minimum. On utilise rarement 100% de la capacité d'un appareil, là encore. Hein. Donc mettez un BMS de 250 ampères et là vous êtes tranquille. Donc quand on monte sa batterie, au moins on achète de véritables modules LFP, bien sûr, de véritables modules LFP. On choisit son BMS, on prend un BMS généralement d'assez forte puissance, comme ça on est tranquille. Et s'il y a surtout, c'est que on a acheté vraiment du costaud, on sait ce qu'il y a dedans. Vous voyez, l'installation, la mise en place, enfin pas la mise en place, mais la création, la fabrication d'une batterie LFP, quand on a acheté les modules, tout ça, il y a un équilibrage à faire, on prépare ça la veille, enfin bon, je vais pas reprendre la vidéo, mais pour monter la batterie proprement dite, en 1 heure, c'est fait. D'autres personnes aussi, c'est pareil, m'ont dit, ouais, une protection, il faut faire une protection en fer, une boîte en fer et tout ça. Non, 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 non. La LFP n'a pas besoin d'être protégée à outrance. Une boîte en bois ou, si vous avez un coffre en bois dans lequel vous avez déjà votre batterie plomb, hein, je dirais, et un coffre en bois dans votre batterie plomb, vous retirez votre batterie plomb, vous mettez la LFP dedans, et ça lui suffira largement pour être protégé, avec des caches, des tampons, je dirais, en mousse, pour éviter qu'elle ne se promène, et là vous aurez quelque chose de super. Pourquoi ? Parce que si vous avez un choc, si quoi que ce soit, la batterie se retourne. Si elle est dans un coffre en bois, il n'y a aucun risque de court-circuit dans un coffre en bois. Si vous mettez votre batterie dans un coffre en acier, en fer, peu importe, si jamais il est déformé et que ça vient appuyer sur les bornes, sur les cosses, sur les fils de la batterie, écraser le BMS, imaginez ce que ça va donner, un joli court-circuit. Donc voilà, protégé, c'est pas une boîte noire d'avion, hein, c'est une batterie LFP qui supporte les chocs, qui au contraire, c'est pareil aussi, d'autres gens m'ont dit, oui, mais si ça chauffe,
ça fait maintenant, je crois, 1 an et demi ou 2 ans que je dois avoir de la LFP dans le camping-car, enfin dans les camping-cars. Bah non, si tout est paramétré correctement, il n'y a aucune raison que cela chauffe. Là encore, donc si, c'est ce que je dis à chaque fois, retirez les si. Dans les commentaires aussi, j'ai Max, franchement, quand on suit mes vidéos, j'explique bien quand j'ai par exemple transformé ce fameux camping-car là que j'ai, lorsque j'ai fait toutes les modifications, j'ai retiré tous les boosters. Vous me dites là, les boosters chargeurs, les BCDC, tout ce qui partait du principe que pour une installation fonctionnelle, il faut pour ça des appareils qui donnent du courant et non pas des appareils qui bidouillent le courant. J'entends par là, quand on est sous un camping-car qui est de norme Euro 6 par exemple, c'est-à-dire que l'Euro 6, on ne peut pas rouler et charger en même temps. On ne charge que quand on décélère. Et oui, c'est une question de consommation. Quand on roule et qu'on charge une batterie, ça consomme plus, donc ça pollue plus. Enfin bon, vous m'avez compris, c'est du fric. Et le plus aberrant, c'est que pour pallier à ça, on rajoute des appareils qui, eux, remettent le système comme c'était avant. Enfin bon, voilà. Ça, ce sont les normes Euro 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, on retire quelque chose, on empêche quelque chose, il faut acheter un autre appareil qui coûte 350-400 euros pour remettre les choses comme c'était avant. Quelque chose qui colle pas dans cette société. Max me dit après, par contre, je me pose la question, car j'ai réglé mon chargeur booster sur l'IFPO 4, normal, mais il me propose également du 14 volts 6, 14 volts 2, 13 volts 9, et il dit qu'il est perdu. Ben ouais, il est déjà perdu dans une chose, c'est que il a déjà mis cet appareil-là. Voilà, il est perdu. Pourquoi? Plutôt que d'acheter cet appareil-là, il aurait peut-être mieux fallu qu'il mette un appareil qui lui produise de l'énergie. Qu'est-ce qui produit l'énergie? Un panneau solaire. Voilà. Il suffisait qu'il mette un panneau solaire, ça lui aurait coûté moins cher, et il aurait eu de l'énergie sans avoir à faire tourner son moteur. C'est surtout ça, parce que un booster DC-DC, tous ces appareils-là, il faut faire tourner le moteur pour que ça fonctionne. Or, s'il avait eu un panneau solaire, il n'y a pas besoin de faire tourner le moteur. Voilà, un bon panneau solaire, 2 plus petits panneaux solaires branchés en série avec un e-Piver. Je dis bien e-Piver extra, pourquoi? Parce que l'e-Piver extra, un 30 ampères par exemple, ça vaut une centaine d'euros. Avec le MT50, ça vaut une centaine d'euros. D'accord? Donc, 2 panneaux solaires, je le dis à chaque fois, 2 panneaux solaires, ça vaut 120 euros. Allez, 240 euros. Ça fait 340 euros. Et ben, regardez bien, le DC-DC, le BC-DC, tout ça que vous avez acheté, c'est le prix que ça va vous coûter. Et vous n'avez pas l'autonomie, puisqu'il vous faut faire tourner le moteur pour avoir de l'autonomie, donc pour charger plutôt. Autonomie, ça veut dire que du solaire, on change rien, on touche rien, on ne fait rien, et ça charge. Donc, panneau solaire, un bon panneau solaire, 2 plus petits, pareil aussi, pour le même prix, et là vous aurez véritablement de l'autonomie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à une prochaine. Il y a pas mal de points sur lesquels vous pourrez voir, c'est surtout des points, je vous dis, des points que je rencontre sur des commentaires, des gens qui achètent des choses et qui se retrouvent en galère. Donc je ne sais pas si cette vidéo est importante pour tout le monde, mais je pense que pour certains, ça leur évitera de faire, j'irai au moins, des achats à tort. Déjà d'une part, et puis quelque part aussi des achats ou des pièges. Voilà, on achète des batteries toutes montées, et c'est un véritable piège. Donc évitez ça. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt.
Attention les doigts.